Salut, je m'appelle Mohamed Cham et je suis développeur web et mobile en freelance. Je suis en même temps étudiant en informatique. Puis aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne beaucoup. C'est à propos des sites web et leur optimisation. Alors, il faut savoir que pour un site web, c'est très important qu'il soit rapide pour le chargement et aussi qu'il soit léger pour que ça prenne aussi. C'est lié quand même à la rapidité parce que un site plus léger va prendre moins de temps à charger, surtout si on prend en compte tous les gens qui ont des connexions qui sont pas très rapides. C'est un peu de ça qu'on va parler. On va voir qu'il y a plein de techniques qui sont très intéressantes et pourtant pas trop compliquées pour rendre un site plus rapide et plus performant et beaucoup plus léger aussi. On va se retrouver dans ce tuto pour parler un peu de tout ça. Avant de commencer, il faut savoir qu'il faut avoir un minimum de connaissances en ce qui concerne les sites web, en ce qui concerne le développement de sites web, mais juste les basiques. Si vous savez juste développer des sites web ou bien si vous savez juste coder en HTML et que vous comprenez un peu le protocole HTTP, et même pour le protocole HTTP, c'est pas obligé de, vous n'êtes pas obligé d'en savoir beaucoup. En tout cas, vous allez voir par vous-même, il faut juste avoir un minimum de background en ce qui concerne le développement web. Et ça devrait aller. Optimiser un site web, qu'est-ce que ça rapporte d'abord? Euh, donc, Selon Amazon, on peut perdre 7% en taux de conversion pour chaque seconde de plus pour le temps de chargement d'un site de commerce, par exemple. Donc, le taux de conversion, en fait, on définit souvent ça comme le rapport entre le nombre de personnes qui viennent visiter notre site et le nombre de personnes qui vont acheter. Mais en fait, le taux de conversion, il est beaucoup plus vaste que ça. Parce que dans la réalité, le taux de conversion, c'est vraiment euh, le nombre de personnes qui viennent visiter votre site par rapport au nombre de personnes qui vont effectuer l'action que vous attendez. Donc, dans le cas d'un site de commerce qui s'attend à vendre, on va dire que le taux de conversion, c'est la première définition que je viens de donner. Mais dans le cas où, par exemple, dans un autre cas, et même pour un site de vente, dans un autre cas, le site peut juste avoir comme objectif d'attirer les gens je sais pas, genre, pour qu'ils s'inscrivent à leur newsletter. Donc, dans ce cas-là, de ce point de vue-là, le taux de conversion, ça va être le nombre de personnes qui vont venir sur le site par rapport au nombre de personnes qui vont vraiment donner leur adresse email pour s'inscrire à la newsletter. Donc, ça, c'est quelque chose que Amazon nous a donné comme chiffre et c'est quand même assez important comme perte. Par exemple, si votre site prend, disons qu'un site normal doit prendre au maximum 3 secondes pour s'afficher, si votre site prend 10 secondes pour s'afficher, donc ça fait les 7 secondes, pour chaque seconde pendant les 7 secondes, vous perdez 7% dans votre taux de conversion, ce qui est quand même des pertes, ce qui représente quand même des pertes assez importantes, surtout à une échelle grande comme Amazon ou bien certains autres sites de commerce. Euh, ok. Donc là, comme on s'était dit, on va parler un peu de quelques facteurs qui peuvent ralentir l'accès à votre site web. Donc quand je parle de ralentir, c'est des choses qui peuvent faire que votre site prend soit des choses qui vont faire que votre site prendra plus de temps pour s'afficher, ou bien des choses qui vont faire que même après l'affichage de votre site, que votre site euh, sera moins interactif, sera moins rapide par rapport aux actions de l'utilisateur. Par exemple, s'il clique sur tel bouton, est-ce que ça va faire l'action rapidement? Donc, ce sont ces genres de choses-là, de façon générale, qu'on va parler. Donc, pour commencer, il y a les redirections. Donc, les redirections, c'est quoi? C'est quand la personne fait une requête,
C'est-à-dire, par exemple, la requête, c'est comme par exemple la personne tape votresite.com sur son navigateur et qu'il tape entrée, il y a une requête qui est envoyée à votre serveur. Donc, c'est une requête HTTP simple de base. Donc, il demande un document avec une requête GET. Donc, quand cette requête arrive au niveau de votre serveur, si il y a une redirection, par exemple, disons que c'est une redirection canonique. Dans ce cas, ça veut dire que le serveur va lui dire que cette ressource dont le client a besoin ne se trouve pas ici et qu'il faut aller le chercher ailleurs. Les gens ont tendance à croire que tout est géré au niveau du navigateur parce que souvent ça se passe assez vite, mais pour un certain nombre de requêtes, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais si pour cette requête-là, donc la ressource ne se trouve pas là, le serveur ne va pas juste aller trouver l'information pour lui donner. Le serveur va lui dire que ce n'est pas ici, ça se trouve là-bas. Et puis le là-bas, en fait, c'est un autre, c'est une autre URL, on va dire, qui va être envoyée au client. Donc c'est comme si le serveur lui donnait un autre lien pour lui dire va checker dans ce lien-là. Et puis quand le client va recevoir ce lien, c'est-à-dire le navigateur, ici le client, on va considérer que c'est le navigateur. Donc quand le navigateur va récupérer cette réponse, c'est-à-dire le, c'est-à-dire le lien, on va dire, on va appeler ça comme ça, un lien, alors qu'en fait on sait que dans le fond ce n'est pas un lien, c'est juste une adresse. Donc quand le navigateur va récupérer cette adresse-là, elle va faire une nouvelle requête, mais vers l'adresse que le serveur lui aura donnée. Donc parfois, l'adresse que le serveur lui retourne, c'est même une adresse qui va pointer vers le même serveur. Mais dans le cas où le serveur possède plusieurs hôtes virtuels, c'est-à-dire on va dire plusieurs sites web dans le même serveur, ou bien le même site web mais sous différentes déclinaisons. Donc voilà, donc parfois ça va rediriger encore vers le même serveur mais avec un chemin différent, ou bien avec un lien différent, ou bien autre chose de différent. Euh, et parfois aussi ça va rediriger vers un autre serveur. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et puis une fois qu'il pointe sur la bonne URL, sur le bon chemin, on va dire, là le serveur va lui retourner la ressource qu'il aura demandé. Donc c'est comme ça que ça se passe. Euh, donc là, on aurait pu juste avoir ça, puis ça. Mais à cause de la redirection, on a fait deux choses qui sont entre guillemets inutiles. Parce qu'on n'était pas obligé de faire ça si on avait le chemin depuis le début. Donc c'est un peu comme ça que ça marche les redirections. J'ai un peu essayé de trouver le temps moyen d'une redirection, mais j'ai pas pu trouver malheureusement. Mais sachez que plus il y a de redirections, plus ça va prendre de temps. Donc, on a quelques types de redirection parmi les plus connus. Donc, la plus connue, en fait, c'est la redirection canonique. C'est-à-dire, par exemple, vous avez www.votresite.com et vous avez votresite.com. Et puis, quand vous essayez d'accéder à votresite.com, c'est pas votre navigateur qui met le 3W devant. C'est qu'il va vraiment essayer d'aller au serveur de nom de domaine d'abord. Si le serveur de nom de domaine lui demande de mettre 3W devant, lui, il va juste faire une nouvelle requête avec les 3W. Sinon, ça peut être directement vers votre serveur. Si votre serveur lui dit que voilà, fait une redirection vers www.monsite.com, le navigateur va faire carrément une autre requête avec les 3W devant pour accéder à la ressource. Donc, c'est un type de redirection qui est assez courant parce que voilà, parce que c'est les 3W, tout le monde sait que parfois pour aller sur Facebook,
plus tendance à mettre facebook.com que www.facebook.com. Et il y a toujours cette redirection qui est faite en arrière. Ensuite, il y a les redirections par SSL. Donc, le SSL, le SSL, ça concerne l'HTTPS, c'est-à-dire la version sécurisée de HTTP. Donc, par exemple, si je veux accéder à facebook.com directement, parce que les navigateurs de base, quand tu veux accéder à un site web, ils vont, ils vont essayer d'accéder à ce site par un HTTP simple, sans la sécurité. Mais le site, enfin votre serveur plutôt, votre serveur peut spécifier que le site doit obligatoirement être chargé sous HTTPS. Et dans ce cas, il y aura une redirection par SSL qui sera faite, c'est-à-dire une redirection vers le site avec un HTTPS devant. Donc c'est là que vous voyez le cadenas vert sur votre navigateur. C'est parce qu'il y a une redirection qui a été faite pour aller vers la version sécurisée, enfin pas la version sécurisée de votre site parce que ça reste votre site, mais vers une redirection vers votre site, mais via un protocole HTTP sécurisé. Donc ensuite on a les redirections vers les versions mobiles. Donc il y a certains sites, vous l'aurez remarqué, il y a certains sites quand vous y accédez sur votre ordinateur, c'est juste le nom de domaine comme www.lecite.com ou bien lecite.com tout court. Alors que pour ces sites-là, si vous essayez d'y accéder à travers votre appareil, à travers votre téléphone intelligent, ça va plutôt mettre un M devant ou bien mobile.lecite.com ou bien des choses comme ça. Donc ça, c'est une redirection spécifiquement pour les appareils mobiles. Ensuite, il y a les redirections vers un contenu différent. Supposons par exemple que vous essayez d'accéder à, à un site et puis que le site a été déplacé, par exemple. Si le site a été déplacé vers un autre site, vers un autre nom de domaine ou autre chose, donc il y aura une redirection qui sera faite vers un contenu différent. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Ou bien un article que vous aviez mis sur votre blog et puis vous supprimez l'article, mais vous voulez que le lien mène toujours quelque part. Donc le lien là peut toujours mener par exemple vers la page d'accueil de votre site. Donc ça c'est un type de redirection aussi. Donc ensuite un autre facteur c'est la montée en charge du serveur. Donc la montée en charge d'un système et sa capacité à fonctionner correctement avec des charges de travail plus importantes. C'est-à-dire que la montée en charge c'est pas forcément le nombre maximum de connexions qu'un serveur peut supporter à la fois. Mais c'est plus sa capacité à maintenir, parce que c'est un peu ambigu, mais c'est sa capacité à maintenir le même régime de fonctionnement, les mêmes performances, voilà, j'ai trouvé le mot, c'est sa capacité à maintenir les mêmes performances pour des charges de travail plus importantes. C'est-à-dire que même s'il y a une seule personne qui vient faire une requête qui est très 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 grosse, que votre serveur soit en mesure de garder à peu près les mêmes performances que si c'était une petite, une petite requête. Donc ça c'est important parce que si par exemple supposons vous êtes en Amérique et c'est le Black Friday et puis vous faites des soldes, c'est sûr que ce jour-là vous aurez beaucoup plus de demandes. Vous aurez beaucoup plus de demandes de la part des utilisateurs. Donc il faut avoir une bonne montée en charge avec votre serveur pour pouvoir supporter tout ça. Si la montée en charge n'est pas bonne, c'est que la performance va baisser et donc votre site sera plus lent à charger pour chacun des utilisateurs. Donc c'est un peu comme ça que c'est lié. C'est un peu ça la liaison entre la montée en charge et la rapidité du site. Donc certains éléments peuvent expliquer
peuvent affecter la montée en charge. La première, c'est la quantité et la complexité des traitements à effectuer par requête. Comme je disais, c'est pas obligé d'être un nombre élevé de requêtes qui sont envoyées au serveur, mais ça peut être un nombre limité, mais avec des requêtes qui sont complexes. Donc, si ce sont des requêtes qui demandent beaucoup de ressources de la part du serveur, donc ce sont des choses qui peuvent affecter la montée en charge. Euh, les performances du serveur aussi, autant matériel que logiciel. Disons que vous avez un serveur pour le matériel. Disons que vous avez un serveur avec un cœur de processeur. Là, c'est sûr que ce sera moins performant pour faire des traitements pour faire certains types de traitements, il faut le préciser, que un serveur avec deux cœurs de processeur. Euh, ou bien un serveur avec 32 Go de RAM, par exemple, il va être plus à l'aise pour les transferts de fichiers que un serveur avec juste 4 Go ou 2 Go de RAM. Et pour le logiciel aussi, un serveur c'est matériel mais c'est logiciel aussi. Parce que le logiciel, c'est par exemple si vous utilisez Apache 2, ça c'est votre serveur logiciel. Ou bien que vous utilisez un autre serveur. Donc le logiciel aussi il est important. Votre serveur logiciel il est important. On peut parler de Apache 2 comme serveur logiciel, mais avec toute la suite logicielle qui vient avec, c'est-à-dire votre programme à vous côté serveur. Donc si votre programme côté serveur n'est pas performant non plus, si vous avez codé d'une façon assez sale, on va dire, donc là c'est sûr que ça va vous prendre en performance euh, pour des choses qui n'en valaient pas vraiment la peine. Et la largeur de bande. Donc la largeur de bande, elle définit juste le nombre de... En fait, la quantité de données qui peuvent transiter à un même instant sur votre serveur. Donc si vous avez une grande largeur de bande, là c'est sûr que vous pouvez faire transiter le maximum de fichiers en même temps. Donc si plusieurs personnes se connectent à votre site alors que votre page d'accueil comporte par exemple 100 images, là c'est sûr que la largeur de bande va être déterminante pour le temps de chargement de cette page. Euh, donc c'est un peu ça pour la largeur de bande. Et puis pour certains hébergeurs, pour votre serveur, certains hébergeurs ont tendance à, à limiter votre largeur de bande. Et puis il faut payer un peu plus pour avoir une largeur de bande plus élevée. Donc c'est d'habitude comme ça que les hébergeurs fonctionnent. Ensuite, l'optimisation du code et de la structure de données en backend. Donc, l'optimisation du code, c'est un peu de ça que je vous parlais niveau serveur logiciel. Donc, c'est important d'avoir un code bien optimisé. Euh, voilà, c'est important. Il faut avoir un code optimisé qui fait des traitements qui sont vraiment optimisés. Il faut pas, par exemple, parcourir toute une base de données qui n'est même pas, toute une table de base de données qui n'est même pas indexée pour retrouver un élément, alors qu'on pouvait juste l'indexer puis le récupérer rapidement, des choses comme ça. Et la structure de données aussi, l'exemple que je viens de donner, c'est d'ailleurs plus avec la structure de données qu'avec le code. Donc avec le code, ce serait plus mettre des boucles inutilement ou bien des boucles sans break. Si par exemple vous allez boucler 1 million de données, si vous ne mettez pas un break quand vous savez que le restant des itérations sont inutiles. Donc ce sont des genres de choses qui peuvent ralentir votre code. Donc ce sont quelques petites optimisations de code. Ensuite, pour le poids des données à retourner aussi, c'est important. Parce que si vous retournez une page HTML qui pèse, je sais pas, 200 mégas, là c'est sûr que ça va prendre beaucoup de temps à charger pour rien. Donc il faut toujours savoir comment
comment séparer ces fichiers HTML parce que si bon ça après on va en parler dans les astuces. Ensuite, des fichiers trop lourds. Donc, si vous avez, donc c'est de ça que je parlais là. Donc, des fichiers trop lourds. Si vous avez des fichiers HTML, JavaScript, CSS qui sont vraiment très lourdes, là, c'est sûr que ça va prendre du temps aussi pour le chargement, parce que ça va prendre plus de temps pour le serveur, dans le réseau pour arriver jusqu'à l'ordinateur de votre visiteur, de votre site web. Donc, ce qui rend ces fichiers inutilement lourds, c'est des syntaxes qui s'écrivent en plus de caractères que nécessaire, parce qu'il faut savoir que dans un fichier, on a du texte, et puis le texte, c'est plusieurs caractères, et chaque caractère va occuper comment dire, chaque caractère va occuper une certaine quantité de mémoire. Et la somme de tous ces caractères-là, c'est ça qui va faire que le fichier va être lourd ou moins lourd. C'est ce qui est assez logique. Un fichier qui est plus long aura plus tendance à être plus lourd qu'un fichier moins long. Ensuite, les retours à la ligne. Donc ça, c'est toujours à propos des caractères dont je parlais et les indentations aussi. Donc c'est toujours à propos des caractères dont je vous parlais. Parce que quand vous codez, si vous faites plein de retours à la ligne, c'est important pour vous qui êtes en train de coder. Donc ça vous permet d'avoir une bonne lisibilité. Même chose avec les indentations. Mais sauf que ce sont des choses qui sont utiles pour vous, mais pas pour l'ordinateur. Au contraire, pour l'ordinateur, c'est plus lourd, c'est plus de données à traiter, mais inutilement. Donc ça, on va voir ça dans les astuces. Une mauvaise gestion de la synchronisation aussi. Donc, comment la synchronisation peut ralentir un site? En web, les scripts peuvent être chargés explicitement, soit de façon synchrone, c'est-à-dire que les scripts sont chargés de façon séquentielle, l'un après l'autre. C'est-à-dire si vous avez une liste de scripts dans votre code, le navigateur va d'abord charger le premier script. Quand il va, quand il va avoir chargé ce script-là, c'est là qu'il va passer au script suivant, etc., jusqu'à finir tous les scripts. Alors que si c'est asynchrone, il peut charger tous les scripts de façon simultanée. Donc, il n'y aura pas d'attente entre les balises script pour le chargement. Donc, un site dans lequel les scripts sont mal synchronisés, naturellement, va prendre plus de temps à charger. Mais attention aux dépendances entre les scripts. Parce que là, certains peuvent avoir le réflexe de se dire que d'accord, je vais mettre tous mes scripts asynchrones. Mais dans chaque cas, il y a des avantages et des inconvénients. Supposons si vous avez une liste très longue de scripts. Si votre liste si vous avez beaucoup de scripts à charger, là, ce n'est pas une bonne idée de mettre tous vos scripts asynchrones parce que ça va prendre plus de temps avant que tous les scripts soient là. D'abord parce que il y a déjà la largeur de bande. Ensuite, il y a la vitesse, il y a la vitesse de la connexion de votre client que vous ne connaissez pas. Et puis, il y a plein d'autres facteurs. Et puis, pour l'ordinateur lui-même, ça va être plus de travail et plus compliqué. Et puis, s'il y a des interdépendances entre les scripts, ça va vous créer plein d'erreurs. Parfois, ça va marcher, parfois, ça ne va pas marcher. Dépendamment de quel script s'est chargé, a fini de se charger le premier. Parce que le script qui va être, à chaque fois qu'un script sera chargé, il va être exécuté. Il va être interprété, on va dire. Il va être interprété par le navigateur. Donc, si le script 2 dépendait du script 1 et que finalement c'est le script 2 qui charge avant le script 1, là ça va vous générer une erreur. Donc il y a des choses comme ça. Donc il faut toujours faire attention aux interdépendances entre les scripts. Mais pour les scripts synchrones, c'est plus intéressant par exemple si vous avez une longue liste de scripts et puis
qu'il y a des interdépendances entre ces scripts-là. Donc, dans ce cas-là, c'est mieux de les mettre synchrones et puis les mettre. Ça, là, je suis en train de parler d'astuces. C'est dans la partie astuces. Ok, c'est difficile de discerner les deux. Donc, voilà, c'était ça pour la gestion de la synchronisation. Donc, ensuite, il y a bien d'autres choses encore. Tous les développeurs ne sont pas très d'accord sur ça. La preuve, quand j'ai posté ça sur Facebook, il y avait plein de débats qui étaient vraiment très intéressants à propos de ça. Mais par exemple, là, je vous donne mon avis personnel. Le protocole HTTP, le truc, c'est que le protocole HTTP, il est un peu lent, je dirais même trop lent. Euh, en plus, c'est indépendant des développeurs parce qu'on est obligé de se plier à ce protocole-là. Et c'est un protocole qui est quand même assez vieux, qui a pas vraiment évolué depuis un bon bout de temps. Euh, En tout cas, j'ai pas envie de rentrer dans les trucs techniques, mais il faut juste savoir que si, par exemple, il faut juste savoir que le protocole HTTP il ne supporte que du texte. Donc, tout ce que le protocole HTTP est capable de faire transiter, c'est du texte. Donc, si vous envoyez une image, lui, il va interpréter ça comme du texte. Donc, il y a de la conversion euh, en texte pour qu'il puisse transiter et arriver sur votre ordinateur aussi. Votre navigateur, lui aussi, il va faire une autre interprétation pour l'afficher comme image. Donc, c'est vraiment assez complexe ce qui se passe derrière, alors que les images pourraient être envoyées telles quelles sans avoir à être transformées en texte. Donc, ensuite, il y a la façon actuelle avec laquelle le web fonctionne, donc les multiples requêtes. Et ça encore, c'est un peu lié au protocole HTTP. C'est que, par exemple, quand vous chargez un site web, si vous allez sur le site de Amazon, disons, s'il y a sur la page d'accueil, s'il y a la page d'accueil, c'est-à-dire le code HTML, le code HTML, excusez-moi, euh, le code HTML lui-même, il va être chargé par une requête. Et puis, dans le code HTML, à chaque fois que votre navigateur va trouver un, un, un autre truc à charger, quand il va vraiment parcourir le code HTML, par exemple, il va trouver que tel fichier CSS est à charger, il va faire une autre requête pour récupérer le fichier CSS. À chaque fois qu'il va trouver un fichier JavaScript à charger, il va faire une requête pour ça. Une vidéo à charger, il va faire une requête pour ça. Une image, ainsi de suite. Un audio, ainsi de suite. Donc, si dans votre page d'accueil, vous avez 100 images à charger, ça fait 100 requêtes différentes pour une pour chacune des images. Non seulement ça affecte la montée en charge du serveur, en plus de ça, pour le navigateur lui-même, il consomme beaucoup plus en ressources sur l'ordinateur du client qu'il n'aurait pu le faire si c'était vraiment un package qu'il aurait reçu avec toutes les informations dont il a besoin pour afficher le site web. Donc, il y a il y a plein de choses qui expliquent que le web, aujourd'hui, on peut sentir que c'est rapide, mais il y a beaucoup d'optimisation qui auraient pu être faites. Donc ça, c'était un peu ma touche personnelle par rapport à tout ça. Allez, donc on va passer aux astuces. La première astuce, c'est de minimiser le nombre de redirections. Donc, comme on avait vu tantôt, les redirections, parfois, il y en a beaucoup, alors qu'elles pourraient être évitées. Donc, ça peut se faire de différentes façons. D'abord, il faut toujours donner l'URL finale de votre site. Si votre site web, c'est https://www.votresite.com, vous le donnez tel quel. Quand vous envoyez le lien à quelqu'un, vous n'envoyez pas ou bien en SEO pour Google, Bing, etc. Et les autres moteurs de recherche. Pour les publicités, pour les réseaux sociaux, tout ça,
vous donnez directement l'URL finale de votre site web. Ça permet de minimiser le nombre de redirections. Si par exemple vous faites une publicité et que dans la publicité vous mettez votre site.com, il aura tendance à rediriger vers www.votresite.com, ensuite voir que ce n'est pas du SSL, puis faire encore une autre redirection vers https://www.votresite.com. Donc ça fait deux redirections qui étaient inutiles, qui auraient pu être qui auraient pu être évitées, disons. Ensuite, il faut favoriser les media queries au lieu d'une redirection vers une version mobile. Donc les media queries, c'est une méthode en CSS qui vous permet d'afficher différemment votre site suivant les tailles des écrans ou bien suivant d'autres choses encore. Mais le plus souvent, dans notre cas surtout, on va parler de la taille de l'écran. Donc si la taille de l'écran correspond à une taille mobile, donc on va juste par exemple cacher les éléments qui ne sont pas pour mobile. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes à faire au lieu de faire une redirection vers une version mobile. Mais dans certains cas, ça peut s'expliquer si par exemple le site fonctionne vraiment différemment suivant que c'est affiché sur un ordinateur ou un téléphone intelligent. Euh, Ensuite, il faut toujours rediriger vers l'URL finale de votre site. Donc c'est ça que je disais tantôt, mais sauf que là, je parle de rediriger. Euh, Quand je dis rediriger, par exemple, si vous faites une redirection, si par exemple vous aviez un nom de domaine avant et que vous changez de nom de domaine, il faut toujours faire la redirection vers l'URL finale. Donc si votre site c'était monsite.com et que vous changez votre site pour avoir un monsite.ca, si l'URL final ça va être https://www.monsite.ca, vous mettez l'URL comme ça. Parce que si vous mettez pour la redirection monsite.ca tout court, ça va faire deux autres redirections comme ce dont je vous parlais tantôt. Allez. Donc en deux, il faut optimiser la montée en charge du serveur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que il faut faire en sorte que votre serveur puisse supporter de grosses charges de travail sans pour autant trop baisser niveau performance. Donc pour ça, il faut utiliser un serveur assez puissant, c'est assez logique. C'est le premier réflexe d'ailleurs qu'on peut avoir. Mais ça ne sert à rien, par exemple, pour un petit bloc de rien du tout, de prendre un serveur avec 32 Go de RAM. Euh, vu que, vu que ça va vous faire beaucoup plus de dépenses alors que vous n'allez même pas utiliser, disons, 2% des ressources de votre serveur. Donc ça, par exemple, ça servirait à rien. Donc il faut juste prendre un serveur assez puissant pour pouvoir faire tourner votre site et ne pas ralentir si jamais vous venez tout juste de poster un article et que vous partagez ça sur les réseaux et que vous avez par exemple 1000 clics d'un coup. Donc il faut respecter la balance. Ou bien à défaut, vous pouvez avoir des instances cloud. Les instances cloud, ça permet d'avoir plusieurs serveurs et je sais pas comment expliquer ça ici sans utiliser de termes techniques. En fait, ça vous permet d'utiliser des serveurs entre guillemets et d'ajouter ou supprimer un serveur comme vous voulez suivant la charge qu'il y a sur votre site web. Disons par exemple en ce moment vous avez euh, vous avez vous avez juste une trentaine de personnes qui se connectent sur votre site par jour.
Donc là, vous pouvez avoir une seule instance de serveur sur votre... euh, vous pouvez avoir une seule instance de serveur parce que ça suffit. Mais si le lendemain, vous vous attendez à avoir 1 million de personnes qui se connectent en même temps, là, c'est sûr qu'il faudra ajouter le nombre d'instances. Et vu que après, vous pouvez diminuer ou ajouter comme vous voulez, donc c'est beaucoup mieux déjà niveau frais parce que vous payez uniquement ce que vous utilisez. Et puis, vous êtes sûr de pouvoir toujours contenir le nombre de personnes qui se connectent sur votre serveur. Ensuite, il faut minimiser le nombre de traitements à faire, si possible, avant l'affichage d'une page. Donc, si par exemple, quand un client se connecte sur votre site, vous faites plein de lectures en base de données, puis plein de traitements bizarres avant d'afficher la page, c'est sûr que ça va prendre plus de temps avant que le client puisse voir la page. Euh, et le plus souvent, les traitements pour l'affichage d'une page, ce n'est pas très courant de voir des traitements comme ça qui sont utiles. Donc, il faut au plus minimiser ces genres de traitements-là. Ensuite, il faut bien penser son architecture back-end. Donc, il faut avoir une architecture back-end qui est bien structurée euh, de façon à faire les choses bien et puis que ce soit rapide puis performant aussi. Que ce soit niveau base de données, niveau framework, niveau un peu tout ce qui concerne l'architecture en back-end. Donc, il faut éviter aussi d'envoyer des données inutiles, surtout quand elles sont lourdes. Disons par exemple dans un fichier JSON que vous allez retourner à votre client, si vous envoyez toutes les données de je ne sais quelle information, alors que l'utilisateur dans le fond il a juste besoin d'une seule donnée qui va être affichée, ça ne sert à rien parce que toutes les autres données vont prendre de l'espace dans le réseau, puis vont ralentir le chargement de cette information-là, alors que l'utilisateur final n'en a pas besoin. Alors, en 3, on a la minification des fichiers à envoyer. Donc, la minification, c'est quoi? C'est que, comme je vous disais, on utilise souvent des retours à la ligne, des tabulations, des espaces, tout ça, alors que ces choses-là sont juste faites pour embellir le code, alors que vous, dans le fond, vous n'avez pas besoin nécessairement, alors que l'ordinateur n'a pas besoin nécessairement de ces éléments-là. C'est juste pour vous, mais pas pour l'ordinateur. Donc, une technique, c'est de minifier votre code. Par exemple, là, je donne un exemple de minification de code JavaScript. On ne vous demande pas de coder comme ça, parce que ce serait un peu compliqué, disons. Mais on vous demande juste après avoir codé comme vous voulez, si vous voulez, vous inventez même pas votre code, vous codez comme vous voulez. Mais après avoir fini, le fichier qui va être envoyé au navigateur, mieux vaut l'avoir minifié au préalable. Donc, quand vous finissez de coder, vous pouvez minifier ça. Vous pouvez soit le faire en utilisant des outils qui sont faits pour ça, des outils en ligne par exemple. Il y a plein de sites où vous pouvez juste copier votre code JavaScript, mettre là-bas, puis ils vont vous envoyer un fichier avec le code minifié. C'est une possibilité. Ou bien, vous pouvez automatiser ça. Donc, par exemple, moi, j'utilise le framework Laravel. Puis avec Laravel, ça se fait automatiquement. Quand je code, à chaque fois que j'enregistre, le code, en fait, il est minifié, puis envoyé dans mon répertoire public /JS. Comme ça, le code que je viens de modifier, il a été reminifié, on va dire, puis disponible pour le client qui va se connecter. Donc, le navigateur, il va recevoir ça, alors que moi, quand je code, c'est ça que je vois. Donc, c'est assez intéressant comme affaire. Et puis là, pour voir un peu le gain,
là on a gagné 23,6% sur la taille du fichier. Et là, c'est juste 1, 2, 3, 4 lignes vers une ligne. Donc, dans certains cas, une fois, pour un de mes codes JavaScript, quand je l'ai minifié, je pense, plus de 60% de gains parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'indentation, puis beaucoup de... C'était vraiment un très gros code parce que plus le code est gros, plus il aura tendance à gagner, à gagner en taille quand il sera minifié. Donc, c'est assez important comme affaire. Et puis, il faut souligner aussi que le JavaScript n'est pas le seul code qu'on peut minifier. Maintenant, on peut même minifier le code HTML, on peut minifier le code CSS, puis voilà. Comme ça, ça rend ça rend le chargement des fichiers beaucoup plus rapide. En 4, il faut bien structurer son code HTML. Donc, comme je disais à propos des synchronisations, c'est tout ça. Donc d'abord, les balises de script, il faut les mettre à la fin, de préférence, sauf indication contraire. Donc, les scripts, d'habitude, pourquoi je dis à la fin du code? Parce que le HTML, il est interprété de façon séquentielle. C'est tout le temps, le navigateur part du haut vers le bas. Donc, si vous mettez vos scripts en haut, le navigateur va d'abord charger tous ces scripts-là avant d'afficher la page. Donc, si par exemple l'affichage de votre page ne nécessite pas le chargement de ces scripts-là, il est inutile de mettre ces scripts au début de votre code ou bien dans le head. Parce que dans ce cas, vous allez charger plein de scripts d'abord avant d'afficher votre page, alors que ces scripts-là n'étaient pas utiles à l'affichage de la page. Donc, les scripts qui sont vraiment nécessaires pour l'affichage de la page, mieux vaut les mettre avant. C'est pour ça que le code CSS, il est généralement mis avant le code HTML. C'est pour que, avant le contenu du body de votre code HTML. Parce que ça permet d'afficher directement avec tout le style qui a été fourni. Ensuite, il y a le fait que si les scripts ne sont pas nécessaires à l'affichage et ne sont pas interdépendants, il faut les charger de façon asynchrone. Et je vais ajouter s'ils ne sont pas trop nombreux aussi, parce que charger 50 scripts de façon asynchrone, c'est quand même assez lourd pour le navigateur. Donc, il faut toujours trouver un moyen, une bonne balance entre le synchrone et l'asynchrone. Euh, il faut aussi enlever les commentaires HTML inutiles. Donc, dans votre code HTML, si vous avez un gros bloc de commentaires, par exemple, moi je le fais parfois quand je n'ai plus besoin d'une partie du code, je le mets juste en commentaire en attendant d'être sûr que je veux vraiment l'enlever de mon code. Et parfois, il y a plein de développeurs qui oublient en fait d'enlever ce code-là, puis ça alourdit juste les fichiers HTML par exemple. Et ensuite, il faut charger séparément les contenus initialement non affichés. C'est-à-dire que disons, disons, dans une page HTML, vous voulez mettre tout ce que vous êtes sûr que l'utilisateur va utiliser, va voir et ne va voir uniquement quand il va cliquer sur un bouton par exemple. Là, attendez-vous à avoir un code HTML qui est très long. Mais si vous savez par exemple que, je sais pas, par exemple pour un modal qui va, qui va s'afficher quand le client va cliquer sur un certain bouton, si vous savez qu'il y a des chances pour que le client n'ait pas besoin de ça, mieux vaut le charger de façon séparée, par exemple par une requête Ajax. C'est beaucoup mieux pour minimiser la taille du fichier HTML à retourner.
Il faut utiliser des caches aussi. Bon, je dis des caches parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le cache du niveau, du côté du serveur. Donc, par exemple, si vous avez des données qui changent rarement, voire jamais, comme par exemple, si vous utilisez un framework et que vous avez des templates, au lieu, au lieu que le fichier template soit tout le temps interprété en disons si c'est du PHP, au lieu que les fichiers de template soient tout le temps interprétés en code PHP natif, puis ensuite de ça, un HTML est géré, vous pouvez juste mettre le code avec le PHP qui est généré. Donc, dans ce cas-là, vous êtes au moins sûr que d'avoir un traitement en moins à chaque requête. Donc, il y a plein de frameworks maintenant, je pense que c'est à peu près tous, qui font ça de façon native quand vous entrez en production, ce qui est assez intéressant. Euh, et il y a aussi, par exemple, des données, comme par exemple si vous retournez un fichier JSON qui n'est pas censé changer au fil du temps. Donc, au lieu de faire tout le temps le même traitement à chaque fois pour générer le même fichier JSON avec le même contenu à chaque fois, autant le mettre en cache, autant faire une fois le traitement JSON et puis l'enregistrer dans un fichier JSON. Euh, L'enregistrer dans un fichier JSON qu'il soit en cache. Et puis à chaque fois qu'il va changer, vous pouvez juste, si la fréquence de changement n'est même pas trop élevée, vous pouvez le faire manuellement, générer le fichier JSON, puis le mettre dans générer le code JSON, puis le mettre dans un fichier JSON qui sera tout le temps retourné directement, au lieu de faire un traitement à chaque fois pour retourner les mêmes données à chaque fois. Ensuite, on a le cache aussi du côté du navigateur. Donc, le navigateur de base, il utilise un cache. Donc, il a déjà son cache qu'il utilise. Mais vous pouvez spécifier, par exemple, que tel fichier ne sera pas... tu peux garder tel fichier et puis ne plus me le demander pour un certain temps. Mais le navigateur, c'est pas parce qu'on lui demande ça qu'il va forcément le faire, parce qu'il a sa propre politique par rapport au cache, suivant par exemple les pages que l'utilisateur visite le plus souvent, etc. Donc, c'est vraiment des choses qui sont un peu indépendantes de nous. Tout ce qu'on peut faire, c'est spécifier au navigateur, lui dire, bon, voilà, ce fichier-là, tu n'es pas obligé de me le demander à chaque fois, parce que c'est sûr que d'ici un mois, il ne va pas changer. Donc, le navigateur, s'il décide de garder ça en cache, il ne va pas tout le temps vous redemander ce fichier-là. Ensuite, en bonus, il y a les bots pour certaines tâches. Donc, les bots, selon le magazine Journal du Net, un bot désigne un logiciel opérant de manière autonome et automatique. Donc, on les utilise pour éviter d'effectuer des tâches pas très urgentes lors d'une requête d'un utilisateur. Je m'explique. Par exemple, si je fais une requête sur votre serveur et que durant cette requête-là, je dois attendre que le serveur fasse 50 000 choses qui ne sont pas nécessaires pour la réponse que je vais recevoir de votre serveur, euh, ça n'en vaut pas vraiment la peine. Donc, il est préférable de garder certaines choses, certains traitements, de les garder et de les effectuer ultérieurement et de juste envoyer la réponse à la personne. Par exemple, si j'ai un compte chez vous et que je supprime mon compte et que j'avais d'autres données dans votre site, si ces données sont extrêmement massives, ce ne serait pas, par exemple, une bonne idée que quand je fais cette suppression-là, que je doive attendre que toute la suppression soit faite pour que votre serveur me dise bravo, vous avez bien supprimé votre compte de notre site. Donc ce serait pas intéressant. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un bot. Donc le bot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste, par exemple, dans un cas,
je vous donne un cas. Dans le cas du compte, si vous utilisez un bot, quand la personne va supprimer son compte, le serveur va juste lui dire bravo, vous avez bien supprimé votre compte. Les données vont être réellement supprimées dans un délai de 24 heures. Et puis vous aurez un bot qui va tout le temps scruter votre base de données pour nettoyer les données inutiles. Donc, si vous avez un bot qui est comme ça, vous pouvez tout le temps lui spécifier à la prochaine fois que tu vas scruter la base de données, supprime les infos, tout ce qui est lié à tel utilisateur. Donc, il va supprimer les infos de cet utilisateur. Il va aller dans les fichiers, puis supprimer, par exemple, la photo de profil, les images qu'il avait uploadées, tout ça, genre pour faire les choses bien. Donc, un bot, ce serait à peu près quelque chose comme ça. Et aussi, il faut toujours bien examiner le cas de figure avant d'en utiliser un. Donc, il ne faut pas faire un bot juste pour faire un bot, parce que dans certains cas, ça peut vraiment porter préjudice. Parce que c'est pour ça qu'il est vraiment très important de le réfléchir avant d'en faire un. Et à chaque fois que vous faites un bot différent pour chaque tâche. Et que chaque bot et dites-vous que chaque bot doit avoir je sais pas comment dire ça, doit avoir une mission en fait, doit avoir une mission, on doit toujours savoir que tel bot sert à faire ça et uniquement ça. Si vous avez autre chose à faire, ne mettez pas le tout dans le même code de ce même bot là, créez un bot différent avec peut-être une fréquence d'exécution qui est différente qui va faire l'autre tâche. Donc, c'est important parce que ça vous permet, même vous-même, de pouvoir les modifier indépendamment les uns des autres. Et niveau intégrité aussi, ce sera beaucoup mieux comme ça. C'est un peu comme avec les fonctions. Donc, c'était un peu ça la dernière page de la présentation. Et je vous remercie parce que ça a été quand même plus long que je pensais. Ça a vraiment beaucoup pris de temps par rapport à ce que je pensais. Mais voilà, c'est quelques conseils que je vous donnerai en développement web pour optimiser votre site web. Allez, merci et à bientôt, à la prochaine.